Je vais maintenant passer à la première présentation, je dirais, de contenu qui va aborder l'évolution des carburants alternatifs, qui sont aujourd'hui en fait le principal thème de notre discussion. Alors voilà, nous vous donnons aujourd'hui, nous soulevons le coin du voile d'une étude que nous menons avec notre équivalent flamand, le Vlaams Instituut voor de Logistiek et l'Institut Thomas More. Et c'est une étude qui est subventionnée et commanditée par la banque ING et qui a pour but de comparer, d'analyser les différents carburants alternatifs, de faire l'état des lieux du cadre fiscal et des subsides. Nous avons également lancé une grande enquête auprès des transporteurs de notre pays et mené quelques discussions et panels, et vous trouverez ces éléments dans l'étude qui sera publiée fin mai, et nous aurons déjà un webinaire qui est prévu pour le 3 juin. Alors, moi, je vais juste vous poser une question. Êtes-vous future-proof? Et cette question, finalement, elle reviendra au terme de ce slide. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons, eh bien, c'est que les défis climatiques sont bien intégrés par la sphère politique. Nous avons le Green Deal au niveau Europe. Nous avons des engagements au niveau régional qui sont très forts et qui se traduisent par des plans régionaux de mobilité. Nous avons également une prise de conscience sociétale de plus en plus forte de l'impératif des changements climatiques. Cette prise de conscience sociétale se traduit par une pression de plus en plus forte également sur les entreprises qui offrent des services, et nous voyons apparaître des initiatives que l'on n'aurait pas imaginées il y a 5 ans. Je prends un exemple très récent, c'est Colruyt qui a publié, qui va débuter la dynamique de l'éco-score, et donc va attribuer à ses produits une cotation sur finalement l'aspect climatique ou environnemental, l'impact environnemental des produits qu'il distribue. De même, IKEA, ce paramètre fait partie des éléments de sélection des fournisseurs de IKEA. Ce sont toutes des dynamiques que l'on n'aurait pas pu imaginer il y a 5 ans. Et la question que je vous pose à présent, c'est, dans 5 ans, est-ce que vous pensez que cette dynamique sera plus forte ou moins forte? En tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'aujourd'hui, 64% des entreprises déclarent inclure dans leurs appels d'offres une clause environnementale, et cette clause pèse déjà pour 12% de leur prise de décision. Et donc, je vous laisse imaginer le poids que représentera ces décisions dans le futur. Je vais passer maintenant la parole à Mark Baker pour la suite de la présentation. Et donc, nous allons appeler Marc, qui est à distance aujourd'hui et qui représente l'Institut Thomas More. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour. Voilà Marc, je vais passer les slides pour toi. Oui. Okay. Donc, à toi. Voilà. Choisir ne signifie pas toujours perdre. Lorsque vous faites le meilleur choix, choisir aujourd'hui, c'est regarder vers l'avenir. L'avenir est zéro émission, mais la route pour y parvenir n'est pas toujours claire. La seule manière correcte est de parvenir à zéro émission. Nous devrons donc suivre cette voie. Prochaine.
Le HVO peut être utilisé comme solution provisoire pour continuer à utiliser des moteurs diesel existants de manière climatique neutre jusqu'à la fin de leur durée de vie. L'HVO est donc une solution rapide et simple, mais pas une solution durable et pérenne sur le long terme. Presque tous les HVO est extrait de huile de palme qui est converti en HVO via un processus chimique. Le palmier offre un rendement à l'hectare plus élevé, ce qui le rend populaire pour la production de HVO. Et nous devons également considérer l'aspect éthique. Est-il responsable d'utiliser des terres agricoles pour cultiver des carburants dans un monde où règne encore la faim? En outre, c'est devenu pratique courant d'abattre des forêts pour créer des plantations de palmiers. De nombreuses espèces animales rares, donc l'orang-outan, sont aussi menacées par la production de huile de palme. Prochain. La mobilité électrique est devenue possible grâce à la technologie du batterie grandement améliorée. Les batteries sont construites de métaux qui sont oxydés et qui libèrent aussi des électrons. Le métal le plus léger au monde est le lithium. C'est pourquoi toutes les batteries sont à base de lithium. Le cobalt est l'un des matériaux rares. L'objectif est donc de créer de nouvelles batteries avec moins de cobalt. Le nickel est principalement utilisé pour cela. Il est important que la densité d'énergie reste élevée. Prochaine. Il existe déjà une belle gamme de fourgons électriques avec une autonomie comprise entre 140 et 275 km. Il est donc parfaitement possible de recourir à des fourgons électriques pour de nombreuses applications où nous utilisons aujourd'hui principalement des fourgons diesel. Des fourgons qui sont garés au même endroit tous les soirs peuvent facilement être rechargés pendant la nuit. Lorsque on considère le coût total de possession des fourgonnettes électriques, elles ont généralement de bien meilleures valeurs qu'une version diesel. Lorsque le mode de fonctionnement le permet et si la recharge peut être effectuée à la maison, les fourgonnettes électriques sont une option intéressante à considérer. Prochain. La gamme pour les camions est encore limitée. Leur autonomie limitée complique les recours à camions électriques. Il existe des possibilités pour la distribution urbaine. Une autonomie de 200 km est faisable en cas où leurs véhicules peuvent être chargés tous les soirs. Il n'existe pas encore de réseau de chargeurs rapides pour camions électriques, ce qui rend difficile la recharge intermédiaire. Lorsqu'il y a un trajet fixe et peut être atteint dans l'autonomie de la véhicule, des camions électriques peuvent être utilisés. À l'avenir, une autonomie de plus de 300 km sera possible. Un réseau de chargeurs rapides à très haute puissance devra également être déployé pour rendre
possible la mobilité électrique avec des camions. Prochaine. Le gaz naturel sous pression, ou GNC, est la forme comprimée de gaz naturel que nous connaissons grâce à notre chaudière au poêle. Le gaz est utilisé dans un moteur allumage parental. Le GNC l'utilise principalement dans les fourgons et les camions d'une autonomie de 300 à 400 km. Les réservoirs sont intégrés de telle sorte que la capacité de chargement reste la même que celle d'une version diesel comparable. Prochain. Le gaz naturel peut être liquéfié en abaissant la température au moins 162 degrés Celsius. À l'état liquide, la densité est égale aux 420 kg par mètre cube. La pression dans le réservoir est limitée à un maximum de 16 bars. Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, le gaz réchauffé, ce qui augmente la pression dans le réservoir. Lorsque la pression monte au-dessus de 16 bars, une partie du gaz sera libérée dans l'atmosphère. Cela doit donc être évité à tout le moment car le gaz naturel est un gaz à effet de serre beaucoup trop puissant que le dioxyde de carbone. En liquéfié le gaz, le parfum ajouté disparaît également. Cela signifie qu'une fuite de gaz sur un véhicule GNL ne poudrait pas l'odeur de gaz typique, ce qui signifie qu'un fuite n'est pas perceptible pour un être humain. Prochaine. Le gaz naturel, tout comme le HVO avec le diesel, a une variante naturelle. Le biogaz peut être produit de différentes manières à partir de différentes matières premières. L'avantage est qu'une grande partie de la production peut provenir de résidus tels que le fumier animal. Cela signifie que le biogaz peut remplacer une partie de l'utilisation de gaz naturel actuel par une alternative plus écologique. Cependant, ici, la même remarque s'applique que pour le HVO. Lorsque nous utilisons des possibles sources alimentaires pour la production de biogaz, il y a certainement des questions éthiques à se poser. Prochaine. L'hydrogène, tout comme le gaz naturel, peut être stocké à la fois sous pression et sous forme liquide. Pour la variante sous pression, il existe deux normes, 350 bars ou 700 bars. Les 350 bars sont souvent utilisés dans les voitures de société et les fourgonnettes. L'autonomie des véhicules à hydrogène sous pression est limitée à environ 400 km. Sous forme liquide, à moins de 253 degrés Celsius, la densité est de 71 kg par mètre cube, contre 42 kg par mètre cube sur une pression de 700 bars. L'avantage d'hydrogène liquide est que lorsque la température augmente et le gaz doit être évacué dans l'atmosphère, cela n'a aucun effet négatif sur le climat, car l'hydrogène n'est pas un gaz à effet de serre. Prochaine. L'hydrogène
peut être utilisé à la fois dans le pull à combustible et le moteur à combustion. La pull à combustible est une batterie qui n'a pas besoin d'être rechargée, mais qui devra être alimentée à hydrogène. La cellule génère alors une tension qui peut être utilisée dans le groupe motopropulseur électrique du véhicule. Un véhicule à pull à combustible et donc on fait un véhicule électrique dont la batterie est remplacée par une pile à combustible. Avec le moteur à combustion, on peut utiliser le moteur à combustion classique tel que nous connaissons maintenant, ou alors les moteurs dits à piston libre qui génèrent directement d'électricité. Prochaine. La condition de base absolue pour l'hydrogène est qu'il soit produit de manière renouvelable. L'hydrogène est en fait une forme de stockage d'électricité. Ces hydrogènes peut ensuite être reconverti en énergie électrique ou mécanique. L'efficacité d'hydrogène est donc inférieure à celle de batterie. L'hydrogène présente l'avantage que l'étalement ne prend pas quelques minutes, ne prend que quelques minutes et que l'énergie peut être utilisée lorsqu'elle est disponible à bon marche. L'énergie solaire produite pendant la journée peut être convertie à l'hydrogène qui peut ensuite être reverti dans un véhicule en cas de besoin. Aujourd'hui, sur le marché de camions, deux marques sont disponibles, à savoir Hyundai et Aisin. Mercedes sortira sa version en 2023. Elle comportera un type de véhicule à l'hydrogène sous pression avec une autonomie de plus de 400 km et une version à hydrogène liquide d'une autonomie de plus de 1200 km. Prochain. À l'heure actuelle, Renault commercialisait des fourgons à hydrogène proposant à la fois le Master et le Kangoo en version hydrogène. Récemment, nous avons vu Stellantis, la nouvelle alliance entre Fiat et la groupe PSA, annoncer la sortie d'une version hydrogène de l'autonomie des fourgons est environ 500 km. Merci. Bon, bonjour tout le monde. En ce qui, bon, je commence, Luc, juste comme ça. N'hésite pas, Chris, à mettre ta caméra, que les auditeurs puissent... Ah, ok, si vous voulez. J'espère que ça marche. Ouais. C'est une expérience merveilleuse de te voir à l'image, Chris. Donc, Ah, si vous le dites. Moi, je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, il y a un peu d'éclairage. Donc, on va gagner du temps un peu. Premier slide. Ok, donc moi je vais parler un peu sur les stimuli et les prévisions. Donc la vision ballonne sera proposée dans une des présentations suivantes. Et donc en ce qui concerne les stimuli pour s'orienter vers les carburants alternatifs, les régions ou gouvernements fédéraux donnent soit des subventions directes, soit indirectes à travers des mesures fiscales. Donc, les détails sont là-dessus, mais on parle surtout des grands lits ici. Et pour les stimuli directs, on note en Flandre, par exemple, la prime écologique qui travaille avec une liste positive où on subventionne le surcoût d'une conversion.
Aux Pays-Bas, par exemple, il y a la subvention directe à la pompe du CNG-LNG, mais qui sera finie à la fin de 2021. Et pour les stimuli indirects, on note surtout plusieurs mesures fiscales, surtout aux Pays-Bas. Ils sont forts avec ça, mais aussi, par exemple, en Allemagne, avec l'exemption du MOT, qui soit la charge kilométrique allemande, pour les véhicules CNG, LNG. Bien que l'Europe n'ait pas d'accord, il sera en vigueur jusqu'à la fin de 2023. Mais il faut noter qu'on se trouve dans une réalité qui change autour de nous. Donc, il y a très clairement un mouvement de ne plus subventionner les carburants fossiles au moyen terme. Et on note déjà en Allemagne qu'il y a une taxe supplémentaire sur les émissions de transport et construction qui ne cessera d'augmenter dans le futur. Donc déjà, il y a un effet de prix cette année sur les prix de l'essence et gazole à la pompe. Et si on regarde un peu dans le futur, on note, non, ça c'est trop vite, Luc, il faut retourner. On note même déjà la réduction des subventions en général pour les alternatives traditionnelles. On voit ça, toutes les subventions sur le CNG, LNG qui sont en termes de finir. En Flandre, c'est déjà fini. Aux Pays-Bas, à la fin de cette année. En Wallonie, à la fin de l'année prochaine. En Allemagne, fin 2023. Et on note aussi que sous l'impulse de l'Union européenne, on se bouge vers une attribution d'un coût aux émissions. Donc, ça résultera certainement dans un niveau de prix des carburants fossiles traditionnels, il faut quand même le stresser, qui sera plus compétitif, ou non compétitif. Mais néanmoins, on estime qu'il n'est pas inimaginable que dans le futur, il y aura des stimuli pour le transport routier pour effectivement réaliser la transition vers les modes zéro émission, parce que certainement dans ce secteur, il y a des tonnes de PME et des sous-traitants et qui doivent suivre, donc il faut certainement avoir un programme de stimuli ou de subventions. Là, tu peux progresser, Luc. Quand on regarde vers le futur, et ça c'est au meilleur de nos connaissances pour le moment, on note que pour, disons, avec les alternatives avec un impact positif mais modéré, comme le HVO, CNG, LNG, qu'on puisse effectivement investir dans ces technologies parce qu'il y a vraiment un futur pour eux aussi au long terme à travers le bio-CNG, le bio-LNG. Donc, Luc va en parler certainement encore, mais en ce qui concerne donc les technologies plus avancées, on parlait de l'électrique et l'hydrogène, on note une forte dépendance du stage de développement de la technologie et la présence d'un réseau d'approvisionnement. Donc, aujourd'hui déjà, comme indiqué par Marc, pour les courtes distances, l'électrique est déjà une vraie alternative. Il faut noter que pour les poids lourds, c'est limité en rangée, donc 150 km, ce n'est pas beaucoup, c'est pour les cas spéciaux. Au moyen terme, on voit des évolutions importantes pour les deux, en développement et aussi en réseau, donc avec toujours de plus en plus de business case positifs. Et pour le long terme, on voit certainement que les technologies hydrogène et électriques vont présenter des business cases positifs pour tous les cas, surtout en tenant compte avec l'évolution des prix des carburants traditionnels fossiles. À vous, Luc. La question qui peut se poser à présent, c'est finalement pourquoi investir maintenant? Eh bien, simplement parce qu'il y a une urgence climatique et donc il faut pouvoir y répondre. Et aujourd'hui, les technologies qui sont disponibles
est éprouvé, eh bien, c'est essentiellement le gaz et l'HVO, mais l'HVO avec les questions qu'elle pose sur les aspects éthiques et la baisse du coût de disponibilité. Alors, l'avantage du gaz, et c'est comme je l'ai dit, c'est une solution éprouvée. Il y a des dispositifs de subvention qui permettent de diminuer le coût d'investissement et le coût d'exploitation est compétitif. Alors, on a également une stabilité dans l'offre du carburant et une évolution probable de l'offre de carburant vers du biogaz et de la mise en place de certificats verts. Voilà. Et puis, il y a un avantage également, et d'autres intervenants en discuteront plus tard, eh bien, on voit également que le réseau d'infrastructures disponible est en pleine croissance et que donc aujourd'hui, il est possible d'injecter des véhicules au gaz et d'avoir une infrastructure de plus en plus disponible. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes réunis aujourd'hui. Voilà. Il me reste finalement à vous inviter chaleureusement à participer ou vous inscrire ou en tout cas à réserver dans vos agendas le 3 juin 2021. Nous aurons à cette date un webinaire pour présenter de manière plus détaillée les quelques éléments que nous avons parcourus aujourd'hui sur les carburants alternatifs pour le futur. Voilà. Alors, Anaïs me signale que nous avons une question. Je vais la lire pour vous et peut-être que je vais demander à Marc de rebrancher son micro. La question est la suivante. Est-ce que le HVO peut également être produit à base de déchets alimentaires et industriels? Alors, oui. Je pense que une de réponse était dans les slides. Je vais peut-être laisser la possibilité à Marc d'y répondre et puis je compléterai si nécessaire. Oui, c'est possible de produire l'HVO dans d'autres sources, mais c'est limité. La plupart de HVO aujourd'hui est de l'huile de palme. Et ça, on a la question éthique. Hein. Mais il est possible de faire l'HVO des autres sources, mais c'est limité, très limité, certainement en Europe, parce qu'on n'a pas beaucoup de là. Voilà. Donc, vraiment, la question aujourd'hui autour du HVO est en fait la capacité du diesel de répondre à la demande et donc de se dire, bah, tiens, finalement, si une part significative du parc routier actuel, une part significative, imaginons 30% du parc routier actuel bascule en HVO, dans quelle mesure l'offre pourra répondre à cette demande? Et donc, comme le dit Marc, aujourd'hui, on a déjà une grande proportion, une énorme proportion même du carburant qui est produit à partir d'huile de palme. Et donc, il faudra augmenter cette proportion de manière significative. Et donc, est-ce que les huiles industrielles ou déchets pourront y suffire, sachant qu'il existe déjà des filières aujourd'hui d'utilisation de ces huiles usagées? Donc, c'est une question finalement de perspective quant à l'évolution de la disponibilité du produit. Voilà, Anaïs me pose encore une deuxième question. Voilà. Tu veux que je la dise tout haut? Oui, comme c'est le même je t'en prie. Sur le diapo, on voit impact HIHA et LOW. À quoi correspondent ces impacts? Ah oui, impact high et low, effectivement. Donc, donc c'est l'impact sur les émissions de CO2. Et donc, simplement, nous avons un slide, un des premiers slides sur le sujet qui donne l'impact des différentes technologies sur la réduction de CO2 qui sont exprimées en tank to wheel. Et je repasse là, je vais découper. Voilà. Donc l'électrique et l'hydrogène en termes d'émissions à partir de la mise en pompe
alors, on n'a plus d'émissions directes. Évidemment, il faudra comptabiliser l'émission de CO2 produite de la production jusqu'à la mise à disposition du carburant à la pompe. Et donc ça, il faut donner une valeur comme ça moyenne est difficile, puisque ça, il faut vraiment analyser les filières utilisées. Au niveau du gaz, on est entre 0 et 20% de réduction. Et pour la HVO, on a un impact qui est ici de 0%, assez étonnant. Mais voilà, oui, c'est ça, la réduction. On émet effectivement autant de particules de CO2. Je regarde la petite note à l'utilisation de l'HVO. Là, évidemment, l'impact du HVO est dans le fait qu'on recycle de l'huile et avec la question que l'on vient de discuter, de savoir en fait d'où provient cette huile, est-ce qu'il a fallu pour cela déforester des surfaces ou utiliser des surfaces agricoles.